Une aide de l'État d'environ 10 000 euros. Cette aide-là, oui, elle est dédiée aux entrepreneurs marocains résidant à l'étranger. Je suis né à Casablanca, j'ai grandi à Meknès. Je n'ai jamais réussi à me projeter à l'étranger. Aujourd'hui, c'est comme un appel à la patrie, c'est comme si on avait été appelé par l'armée. Il faut répondre présent et je me dis que il y a un mythe comme quoi en Europe, la vie est rose, la vie est belle, il y a de la liberté, il y a de l'argent à tout va. Certaines personnes me disent oui, mais au niveau sécurité, Casa, c'est dangereux. Il y a une subvention étatique qui a été mise en place dans l'horizon Maroc Coupe du Monde 2030 D'accord. entre 100 000 et 1 million d'euros. Donc, je peux créer la société sans que la personne ait besoin de prendre un avion et de venir au Maroc, à Casablanca, me voir au bureau. Et oui, on peut se reverser une Eh, les gars, rétribution. Mais c'est, franchement, choisissez bien vos comptables, puisque j'en ai eu plein des comptables au Maroc. Moi, j'ai jamais entendu parler de bah, ça. écoute, Avant de vous laisser avec l'interview de Mouad, je vous fais confiance pour votre bienveillance en commentaire. À chaque fois que quelqu'un partage son parcours, son expérience, son point de vue, sachez toujours que c'est subjectif. Mouad a pris plus d'une heure de son temps pour vous donner un max de conseils sur les aides accordées aux entreprises au Maroc, mais aussi sur plein d'astuces pour trouver une entreprise en tant que salarié. N'oubliez pas le petit like et le petit abonnement pour ne rien rater des prochaines vidéos, c'est ce qui me soutient le plus. Et moi, je vous laisse avec Mouad. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va repartir sur une interview et je suis avec Mouad. C'est un profil que je n'ai pas encore eu sur la chaîne. Il va nous en parler, vous inquiétez pas, mais c'est un Marocain né au Maroc qui est parti à l'étranger, qui a étudié, qui a fini ses études, qui a travaillé à l'étranger et qui est rentré, qui a fait le même choix finalement que moi de rentrer au Maroc. Et en plus, il a un profil qui devrait pas mal vous aider sur tout ce qui est partie société, conseil, comptabilité, fiscaliste, etc. Bref, il va un peu nous parler de tout ça un peu plus tard dans l'interview. Je rappelle rapidement comment se passent les interviews sur ma chaîne. On a une petite présentation où Mourad va se présenter brièvement sur son parcours, son enfance, enfin son parcours scolaire, etc. La partie retour au Maroc, pourquoi il est rentré au Maroc, etc. Et puis enfin, la partie professionnelle, ce qu'il fait, comment aussi il peut vous aider. Et je pense que ça va être vraiment intéressant. Mourad, salam alaikum. alaykoum salam Walid, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, moi, je te remercie. Comme je le disais, peut-être que les gens ne le savent pas, mais Mouad répond très, très régulièrement sur mes stories Instagram. Vous savez, souvent, je partage des questions, des FAQ, et du coup, je réponds publiquement. Et Mouad me donne pas mal de conseils quand il y a des questions comme ça, un peu juridiques, comptables, etc. Donc, franchement, c'est un vrai plaisir de t'avoir en interview, et je pense qu'on va avoir vraiment, vraiment beaucoup d'informations à donner. Inch'Allah, bah, écoute, c'est l'objectif premier et c'est ce qu'on cherche, à essayer de partager l'information et Inch'Allah, Rabbi يوفقنا pour ça. Et en Euh, plus, moi, pourquoi je suis content de t'avoir, c'est que sur ma chaîne, j'en ai en général des profils de MRE, mais tu sais, qui sont nés à l'étranger, qui sont nés en oui, France, en Belgique, etc. Et je n'avais pas encore eu le profil d'un Marocain qui était né au Maroc et qui avait fait le parcours parce que on n'en entend pas assez parler, mais ils sont aussi beaucoup à partir à l'étranger et revenir au Maroc quelques années plus tard. Donc, bah, oui, t'es le premier. c'est l'appel de la patrie et l'appel du cœur. Comme je dis toujours, on n'est jamais mieux que chez soi. Ouais. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une réelle communauté, et rien qu'en France, à l'époque, moi j'avais des chiffres, c'était environ 2 millions d'étudiants marocains, À donc l'étranger? à l'étranger. Ouais. En France, ils étaient à peu près 400 voire 500 000, ce qui est énorme pour un seul pays. Et c'est vrai que c'est une communauté dont le Maroc a besoin aujourd'hui au vu des défis qui sont pris et de l'avancée du pays et de ses ambitions. Qu'aujourd'hui, c'est comme un appel à la patrie, c'est comme si on avait été appelé par l'armée. Il faut répondre présent et je me dis que voilà, toute personne qui est née au Maroc ou qui a de par une filiation, de par le sang, est marocain, répondra un jour, Inch'Allah, à l'appel de la patrie et participera au projet Maroc Développement, qui est un projet qui nous tient tous à cœur et que l'on fait pour les générations à venir.
Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et bah, du coup, peux-tu te présenter brièvement, où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu es né? Voilà, et cetera. Un peu ton petit parcours. D'accord. Donc, moi, c'est Mohamed Akchao, j'ai 32 ans. Je suis né à Casablanca. J'ai grandi à Meknès. J'ai fait toute ma scolarité à Meknès, dans un lycée français, euh, pour ensuite, après mon baccalauréat, quitter le Maroc pour la France, où j'ai étudié pendant 8 années. Pendant mon parcours, eu l'occasion d'étudier également à Londres, où j'ai fait une année de césure où j'ai fait un MBA. J'ai travaillé dans des cabinets d'avocats. Donc, je suis juriste de formation, avocat conseil, titulaire d'un CAPA. Et aujourd'hui, je suis rentré au Maroc pour fonder un cabinet de conseil en droit des affaires et fiscalité. Donc, juste pour revenir sur ce petit point, aujourd'hui, je suis juriste, c'est-à-dire je suis expert en droit des affaires, des entreprises. Il y a une grande différence qui doit être faite entre le juriste, l'avocat conseil et l'expert comptable. Ce sont deux métiers totalement différents qui se complémentent évidemment, mais qui sont différents. Et voilà, aujourd'hui, moi, je conseille et j'accompagne sur le volet juridique des entreprises, des entrepreneurs, et je réalise des opérations internationales de grande envergure, mais aussi des, euh, des levées de fonds pour des startups. Donc, j'ai un profil qui est assez généraliste. Je ne me suis pas spécialisé quand j'ai commencé au Maroc. Et voilà, donc j'essaye d'apporter mon expertise aux entrepreneurs et aux entreprises qui ont besoin de nos services pour être guidés dans le, dans le cadre juridique des affaires au Maroc. OK. Hem, j'aurais plein de questions parce que là, déjà, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, mais je vais essayer de rester Oui. dans mon cadre, dans mon plan. Au niveau perso, toi, quand tu es parti au Maroc, bah, du coup, quand tu es parti à l'étranger, tu venais d'avoir ton bac, donc j'imagine que tu étais solo. Quand tu es rentré Ouais. au Maroc, tu étais toujours solo? Oui, oui, j'étais toujours solo, récemment marié. Donc, Alhamdulillah. Félicitations. Allah يبارك فيك أخويا. Aujourd'hui, je suis rentré au Maroc non pas parce que j'avais des obligations familiales, mais je pense que j'ai compris ta question. Tu te poses la question de est-ce que c'était par rapport à l'avenir, est-ce que Exactement, exactement. me voyais me projeter en France? Effectivement, il y a ce volet-là qui bloquait. Parce que je vais pas te mentir, je n'ai jamais réussi à me projeter à l'étranger. La preuve, une fois que je suis rentré, j'ai réussi à le faire. Mais c'est vrai que le climat actuel, un peu partout dans le monde, fait qu'aujourd'hui, on cherche nos racines. On essaye de se retrouver. Parce on a vécu à l'étranger, on a vécu l'occidentalisation et le capitalisme dans toutes ses formes. Et aujourd'hui, on est en train de se poser la question qui on est. Et lorsque je me pose la question de moi, Mohamed Aksel, qui je suis, ben, je suis fils de musulman, pratiquant, qui a des principes et des valeurs qui ne vont pas forcément coïncider avec la vie en France, en Angleterre ou aux États-Unis. C'est très simple. Mmh, bien sûr. Et tu es rentré, enfin, le choix de rentrer au Maroc, c'était en quelle année? J'ai fait le choix de rentrer en 2019. D'accord. Ça s'est fait en 2019, sachant que voilà, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais ça a commencé. L'aventure a commencé en 2019. Je me suis installé, j'ai trouvé un travail ici. OK. J'ai débuté une carrière au Maroc. Il faut savoir que voilà, débuter une carrière au Maroc après une carrière à l'international, c'est jamais facile, parce qu'il faut s'adapter. Bien entendu, le métier est pratiquement le même, mais il y a des particularités qu'il a fallu mettre à jour. J'ai dû me mettre à jour sur beaucoup d'éléments. J'ai eu la chance d'avoir des mentors qui m'ont guidé, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et je reviendrai sur le principe du mentoring qui est très important.
Au bout d'un moment, alhamdoulilah, j'ai pris la décision d'ouvrir un cabinet qui me ressemblait plus. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, Ouais, Inch'Allah, également. Inch'Allah. Et sur la partie retour au Maroc, comment ça s'est passé pour toi? Toujours au niveau perso, tu avais de la famille en France ou tu avais tout le monde qui était au Maroc? Bah, je t'explique, moi je suis le dernier d'une fratrie de trois garçons. D'accord. Mon grand frère était parti bien avant moi, le deuxième, le cadet, était parti également, donc je les ai suivis. On a fait tous les trois le même chemin. D'accord, subhanallah. Et, subhanallah, et je suis le seul à être rentré. À OK. l'époque, j'étais le seul. J'ai le cadet qui est rentré il y a quelques années également. Il m'a suivi après quelques années. Mais c'est vrai que j'étais le premier à rentrer. Bien entendu, on a toujours ces questions et ces interrogations de la part de la famille, des amis, de l'entourage. Oui, mais pourquoi? Oui, tu aurais pu rester. À ce- Eh, attends 2 secondes. Est-ce que tu étais au courant qu'une application mobile existait pour apprendre la Dalija et que même les enfants en أكيد. raffolent? Je te présente Vivre Dalija, l'application pour enfin arrêter d'être frustré au Maroc et من de الآخر. pouvoir s'intégrer pleinement à la vie des Marocains. Télécharge-la gratuitement sur iPhone et Android, les liens sont dans la il y description. a aussi un mythe qui est entretenu au Maroc, comme quoi en Europe, bah, la vie est rose et Clairement. que les, les enveloppes se glissent sous la porte chaque matin. Bah, C'est vrai, c'est vrai. si Walid, tu rigoles, mais je suis hyper sérieux sur ce point-là parce que combien de personnes, et je passe mon temps à discuter avec des personnes qui rêvent d'Europe, surtout la jeunesse aujourd'hui, euh, entre 18 et 25 ans. euh, des fois, je dois recruter du monde et la jeunesse me dit oui, mais j'aimerais bien aller en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a un mythe comme quoi en Europe, la vie est rose, la vie est belle, il y a de la liberté, il y a de l'argent à tout va et il y a de l'épanouissement. Sauf que, voilà, on le sait, nous, entre nous, qui avons vécu là-bas et qui avons goûté à toutes les problématiques et à l'environnement, c'est vrai, on va pas cracher dans la soupe. La France nous a apporté beaucoup de choses, Ouais, bien sûr. mais ce n'est pas une idylle ou un espace où il n'y a pas de problème, où la vie est paradisiaque, quoi. Après, c'est toujours, tu sais, l'être humain, il fonctionne comme ça quand il veut ce qu'il n'a pas. Tu vois? C'est, Oui, bien tellement, sûr. comme tu dis, c'est le mythe de la France, même pas que la France, mais l'Europe, Mais l'Occident. l'Europe en général. C'est, la vie, elle est meilleure là-bas, on gagne, mieux sa vie, tu Oui. fais ce que tu veux entre guillemets, enfin, tu vois? Et malgré qu'il voit le retour de nombreux Marocains, rentrés au Maroc, hem il y a toujours là, une partie de la jeunesse au Maroc qui quand même souhaite, toujours partir. On va parler de la formation. Ça fait partie des questions que j'ai reçues le plus sur Insta et vu que tu m'as Mhm. parlé de ton contrat de travail quand tu es rentré au Maroc, comment tu as fait pour trouver un travail? Est-ce que c'était au niveau du réseau? Est-ce que c'était un site d'emploi? Comment tu as fait pour trouver un job au Maroc? Je vais vous raconter l'anecdote. Donc, j'arrive, juriste de formation, donc je vise les cabinets d'avocats. Donc, automatiquement, il faut que je vise les cabinets d'avocats, sauf que au Maroc, on a deux écoles. On a l'école des cabinets contentieux classiques, qui vont aux tribunaux, les affaires aux tribunaux. Et ça, c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. OK. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Et on a l'autre école qui est l'école des cabinets internationaux, donc le conseil, les avocats conseils, les opérations internationales, le droit international, l'arbitrage. J'étais plutôt attiré par ce volet-là. Donc j'ai fait une liste, je suis allé sur Internet, j'ai fait une liste de cabinets, les cabinets qui m'intéressaient. J'ai noté le nom des managing partners, des associés principaux. Et je suis allé sur LinkedIn. Je suis allé sur LinkedIn comme maintenant et je me suis dit, bon, allez, on va leur envoyer un message et on verra qui va répondre. Donc, 2012 j'avais pas LinkedIn, donc j'ai créé un LinkedIn quand j'ai fini mon cursus universitaire et j'étais assez réactif. J'aimais bien aller lire les posts, lire les articles qui étaient publiés. Donc,
j'ai automatiquement fait la liste, j'ai contacté les personnes et j'ai eu mon mentor qui m'a répondu en premier. Donc automatiquement, je suis allé passer un entretien. Voilà, j'ai été moi-même, j'ai été naturel, c'est-à-dire que j'ai demandé une opportunité d'apprendre. Mmh. J'étais plutôt dans l'apprentissage, donc j'ai demandé une opportunité pour apprendre. Je voulais juste avoir une opportunité pour pouvoir intégrer le marché. Sachant que voilà, j'arrivais avec des diplômes français, une expérience internationale, mais ce n'est pas pour autant que je me suis dit, bon, voilà, je suis un bon profil, on va s'arracher mes services. Non, je suis parti sur Mourad, c'est un marché qui est très différent de celui où tu étais. Donc, c'est une autre culture, c'est une autre façon de faire, c'est beaucoup de choses qui diffèrent. Donc, on va rester humble, on va monter les marches une par une. Donc, j'ai commencé par un stage. Donc, j'ai repris par un stage. Au bout du stage, on m'a proposé un CDI. Et voilà, au fil des années, j'ai développé mes compétences. Et au bout d'un moment, j'ai pris mon envol. Il faut savoir monter les marches une par une. Il faut pas sauter. Moi, Ouais, je tu le dis resté toujours. très, très humble, en fait. Bah, il faut parce qu'à un moment donné, avec mes beaux diplômes, je me suis rendu compte que je n'avais pratiquement aucune notion technique, aucune notion pratique. C'est-à-dire que je comprenais ce qu'on faisait, mais pour le mettre en pratique, bah, les gens ont dû être patients avec moi, ils m'ont corrigé, recorrigé, ils m'ont guidé, ils m'ont orienté. Donc, c'est quand même un travail de longue haleine. Bien sûr. Il faut reconnaître le mérite des mentors qui forment la jeunesse. C'est pas facile tous les jours. Avec tout le travail qu'ils ont derrière, toute la pression et tout la masse de travail à réaliser. En plus de ça, il faut former des jeunes. C'est pas facile tous les Bien sûr, jours. ouais, ouais. Et comment ça s'est passé? Tu avais déjà travaillé en France ou pas? Tu Oui, avais une oui, première j'avais expérience. déjà Comment ça s'est passé travaillé. le changement? Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont travaillé en France et qui sont rentrés au Maroc et qui, du coup, ont travaillé dans les entreprises ici et parfois, ils ont été un peu déçus sur le changement d'ambiance, de comportement. Des fois, ça se tire, comme il me dit, ça se tire à balles réelles. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Pourtant, l'Europe et la France, pour avoir longtemps travaillé dans les bureaux en France, je sais que c'est aussi un monde très, très hypocrite où dans les bureaux, c'est tout le monde veut monter et quitte à te tirer dessus, même si en face, Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de sourires, de politiquement correct. Mais ouais. d'après les retours que j'ai, on m'a dit qu'au Maroc, c'était aussi, ça rigolait pas, quoi. Bah, écoute, je vais éviter de m'attirer les foudres des deux parties, mais comment te dire? Aujourd'hui, moi, je trouve que ça va vraiment dépendre du directeur, des managers parce que l'ambiance au travail, elle est automatiquement euh, imputée à la direction C'est et pas vrai. au collaborateur. Parce que le collaborateur, il va pas venir et imposer une manière de faire. Le collaborateur, il arrive, il s'adapte à justement à la nature de la société. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on a un peu de tout. On a un peu de tout des deux côtés. Parce que en France, j'ai travaillé dans des environnements, euh, pour ne pas dire parfaits, mais très convivial. Et au Maroc également. On peut trouver des structures où voilà, il y a un esprit jeune, bon enfant, où on sait faire la part des choses, où voilà, il y a du travail, il y a de la pression, il y a du stress, mais il y a également du bon temps, il y a également vraiment une communauté qui se forme et qui fait que bah, voilà, on a envie de rester, on a envie de se donner et la direction est là pour justement motiver et rétribuer les efforts de chacun. OK, Par OK. contre, bien sûr, au Maroc, on va aussi trouver des structures où c'est assez hiérarchique, assez archaïque, Mmh. où voilà, il y a une hiérarchie qui est bien délimitée et où il est très difficile de s'intégrer et encore moins de faire carrière. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Je vais pas dire qu'il n'existe pas ce genre de structure, mais aujourd'hui, toute personne qui vient justement avec un savoir-faire, avec une expérience internationale,
a la possibilité de choisir l'environnement dans lequel il veut travailler. Donc, c'est très important. Et moi, je dis, le collaborateur, il est en droit d'aller demander, de questionner des collaborateurs actuellement prise avant de signer. Il a cette possibilité-là et il doit la saisir. C'est-à-dire que moi, je préfère largement patienter encore un mois à chercher du travail plutôt que de prendre une opportunité par dépit. Bien sûr, ouais. Ouais, et Ou donc par au manque de- final, un peu comme, en Europe, quoi, tu as Oui, de tout, quoi. mais il y a de tout. Il y a des sourires hypocrites, mais il y a aussi des sourires conviviaux. Il y a de l'honnêteté. Il y a... Parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, au Maroc, ce qui est vraiment remarquable, c'est que la jeunesse a commencé à entreprendre de plus en plus. Donc, quand on est jeune et qu'on entreprend, et c'est mon cas également, je n'oublie jamais qu'il y a quelques années, j'étais collaborateur. Mmh. Donc, à chaque fois que j'ai un comportement, ben, c'est naturel des fois, là, on le fait pas exprès, où j'ai un comportement qui n'est pas forcément représentatif de ma mentalité, ben, je me rattrape direct derrière et je me rends compte que voilà, il faut quand même, malgré toutes les difficultés, il faut quand même ne pas jeter la pierre sur le collaborateur parce que lui, à la base, il est là pour apporter son temps, son savoir au service d'une entreprise que tu as créée. Donc, il faut quand même lui donner une certaine valeur. Non, mais c'est bien que tu gardes, cet état d'esprit. Hem Et donc cette partie salariale, tu es resté, combien de temps comme ça, avant de créer ta propre boîte? Je suis resté 3 ans et demi. 3 ans Trois et années demi. et demie. Ouais. OK. J'ai fondé Act Advisor en 2022, en avril 2022. Eh ben, ça me fait une belle transition. On va rentrer un peu dans la partie, qui va beaucoup intéresser, l'audience, inch'Allah, ceux qui nous écoutent. Donc tu as ouvert ton propre cabinet de conseil, Ouais. sur tout ce qui est création de société, accompagnement, investissement. Ouais, je vais te laisser présenter ta boîte au final. D'accord. Donc, Act Advisor, c'est un cabinet de conseil en droit des affaires et fiscalité. Lorsque je parle de cabinet de conseil, c'est un cabinet qui est là pour accompagner l'entreprise ou l'entrepreneur de son premier investissement ou sa première aventure et tout au long de l'aventure. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on commence par la création de la société. C'est toujours le point qui revient le plus, c'est créer une société. Aujourd'hui, créer une société, c'est comme lorsqu'on construit une maison, et je vais faire la comparaison. Il y a une dalle à mettre, il y a des fondations à creuser. Donc, la société, c'est vraiment créer une société, c'est creuser les fondations et mettre la dalle. Donc, aujourd'hui, une société, il faut faire très attention quand on la crée. Et ensuite, on a également une panoplie de services qui visent à accompagner les apporteurs de projets et les créateurs de sociétés au Maroc dans tous les domaines. Donc, je vais en citer quelques-uns, mais la liste n'est pas exhaustive. Lorsqu'on a besoin d'un conseiller pour négocier les termes du contrat, rédiger les contrats, ça, c'est un point. Lorsqu'on ouvre une activité réglementée, on a besoin de se mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires marocaines, mais également d'obtenir des autorisations et des agréments. Ça fait partie également de notre travail. Lorsqu'on ouvre une société, on a besoin d'embaucher du monde. Donc, on va embaucher des cadres, des techniciens. Il faut des contrats de travail. Il faut que les clauses soient correctement rédigées. Il faut protéger les intérêts de l'entreprise vis-à-vis de ça, parce que sinon, derrière, ben, on se retrouve à devoir payer des indemnités ou à payer des compensations énormes. Donc, c'est une perte. Ou lorsqu'on ramène une franchise, il faut enregistrer la marque auprès de l'organisme qui est chargé de la gestion de la propriété intellectuelle et industrielle. Au Donc, Maroc? on accompagne également, oui, on D'accord. accompagne également les, euh, les créateurs et les innovateurs dans l'enregistrement des marques, des franchises, des brevets d'invention et dans ce genre d'opération. On accompagne des clients dans le bâtiment qui sous-traitent, par exemple, des opérations.
Donc il faut des contrats béton, il faut prévoir toutes les clauses, prévoir toutes les dispositions pour éviter d'engager la responsabilité de la société dans tel ou tel domaine. Prévoir des jours d'astreinte et des pénalités de retard si, par exemple, le sous-traitant il prend du retard et il nous bloque le chantier. Ouais, ce sont C'est assez des cas vaste, hein. d'espèce que Ouais. nous voyons tous les jours et qui sont importants parce que les répercussions financières sont graves et beaucoup de gens ne font pas appel à nos services pour la simple et bonne raison que on dit toujours le cabinet de conseil, ouais, c'est des requins, ils facturent cher. Et c'est un mythe que je suis venu détruire parce que voilà, on peut avoir un service de qualité avec des gens qui sont compétents, mais qui ne vont pas forcément facturer à l'heure des montants exorbitants. OK. Ouais, du coup, c'est un volet assez vaste, en fait. Vous faites quand même pas mal de choses. Au final, tout ce qui touche à la société, de près ou de loin, vous Exactement. pouvez répondre à ça. Et je vais enchaîner directement parce que c'est lié à tout enfin, j'ai reçu quelques questions, même si tu en as tu déjà répondu à une partie, Mhm. naturellement dans le cadre de l'interview. Par exemple, pour la partie MRE, on me demande Ouais. souvent quels sont les avantages ou s'il y a des avantages pour les MRE qui souhaitent rentrer au Maroc, fiscalement parlant, est-ce qu'il y a des aides d'entreprise? Est-ce qu'il y a des aides financières, au niveau comptable? Vraiment au niveau, société, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour eux? D'accord. Donc, on a énormément d'aides et de subventions étatiques pour les entrepreneurs. Et pourquoi j'utilise le mot entrepreneur? Parce que ce n'est pas réservé, Aux MRE. il n'y a pas de discrimination de nationalité. Vous pouvez être marocain résident au Maroc, marocain résident étranger ou étranger. Aujourd'hui, le Maroc est dans une lancée où elle encourage l'investisseur, quel qu'il soit. Donc, il y a des aides spécifiques au MRE et je pense à l'aide qui revient souvent lorsque je parle à des Marocains résidents étrangers par rapport à une aide de l'État d'environ 10 000 euros. Cette aide-là, oui, elle est dédiée aux entrepreneurs marocains résidents à l'étranger. Il faut un process, il y a toute une démarche à faire, ça prend un peu de temps pour l'obtenir, mais c'est vrai qu'elle existe. Mais il y a des subventions qui sont encore plus intéressantes et qui peuvent être débloquées beaucoup plus rapidement et qui ont un impact plus important sur la création d'une société au Maroc. Je fais référence aujourd'hui au plus connu et à celui qui revient sur toutes les postes, c'est le programme GoSiyaha. Donc, on a un programme qui a été lancé par l'État qui va subventionner les apporteurs de projets en relation avec les établissements touristiques, soit restaurants, maisons d'hôtes, hôtels, activités, excursions, agences de voyage et tout ce qui va avec. Donc, on a quand même une subvention qui est assez importante et j'invite toutes les personnes qui vont écouter cette interview à aller chercher, cliquer et si besoin, revenir vers moi pour plus d'informations. Tu peux en dire plus sur cette aide? Parce que moi je la connaissais pas, par exemple, les, comment ça Gossiyaha, s'appelle? Ouais. Gossiyaha, Gossiyaha. Et Donc, elle consiste en quoi, en fait? C'est pour ceux qui ont un projet touristique? C'est une subvention? exactement. C'est une C'est une subvention? subvention étatique qui a été mise en place dans l'horizon Maroc Coupe du Monde 2030. D'accord. Elle prend fin à la fin de cette année. Elle avait, elle a été lancée en début 2024. Et ce fonds-là, il a été dédié aux apporteurs de projets pour promouvoir le tourisme. OK. Donc, en fait, on est conscient du fait que, voilà, dans quelques années, on va accueillir l'un des plus grands événements footballistiques au monde, voire le plus grand. Le plus grand, ouais. Et aujourd'hui, bah, on se prépare et on est conscient que malgré le fait que voilà, on est déjà un pays touristique, on a encore besoin de plus d'infrastructures pour accueillir cette masse Et la footballistique. subvention, j'imagine qu'elle dépend du projet et cetera, qu'il y a aussi un Oui, elle va process. dépendre du projet. Il y a certaines conditions et je vais en donner une rapidement. C'est réservé aux projets entre 100 000 et 1 million d'euros. Et bien entendu, lorsqu'on dépasse les 1 million d'euros, là, on a des subventions étatiques, mais en direct avec les, les ministères concernés. Euh, mais pour les projets entre 100 000 et 1 million d'euros,
On a une subvention étatique pour les projets liés au tourisme. Et en plus, c'est une excellente vitrine pour l'établissement parce que voilà, il est approuvé par le ministère du Tourisme, donc il répond au cahier de charge et il répond aux exigences du gouvernement. Après, la somme, elle me paraît pas non plus inaccessible. 100 000 € quand tu veux ouvrir un restaurant, maison d'hôte ou un hôtel, c'est des budgets bien plus hauts qu'il te faut en général. Donc, Ouais, c'est accessible. Donc, c'est une très très bonne aide. De toute façon, c'est vrai que je l'ai pas dit au début de l'interview. Normalement, je le dis. Tous les liens de Mouad pour les conseils, etc., si vous voulez le contacter, tout sera en description. Et je le mettrai même en commentaire épinglé. Il vous répondra, il y a pas de souci. on est dans une phase où l'investisseur privé est appelé à investir au Maroc, est encouragé et protégé. Donc, on a tout un armada juridique et fiscal qui est mis en place pour justement encourager cet investisseur. J'ai parlé d'une subvention, mais je peux aussi parler des avantages fiscaux qu'on a mis en place, qui ont été mis en place par le gouvernement. Donc, on a des avantages par rapport aux salariés. Lorsqu'on engage les 10 premiers salariés de notre entreprise nouvellement créée, on a la possibilité de bénéficier d'un abattement et d'une exonération des cotisations patronales. On a une exonération de la cotisation minimale d'impôt sur les sociétés pour les sociétés nouvellement créées pendant 5 ans. Donc, j'explique brièvement ce que c'est la cotisation minimale. C'est le montant minimal que doit payer une société même lorsqu'elle ne fait pas de bénéfices. Et ce montant minimal, on en est exonéré pour les 5 premières années lorsque, voilà, on crée notre entreprise au Maroc. On a également, voilà, des taux réduits euh, d'impôt sur les sociétés lorsqu'on commence. On a des zones industrielles qui sont mises en place par le Royaume pour encourager l'industrie et l'exportation. Donc, dans ces zones-là, on est exonéré d'impôts pendant 5 ans également. Et au-delà des 5 premières années, on est à 15% d'impôts sur les sociétés. Donc voilà, on a tout un armada d'avantages et d'encouragements et d'aides, de subventions étatiques qui font qu'aujourd'hui, on est dans un pays, alhamdoulilah, qui encourage l'entrepreneuriat, qui encourage les gens à créer de la valeur, à créer de l'emploi et à créer de la richesse. OK, OK. J'ai une autre question, mais là, par contre, elle est plus liée à Casa. C'est même pas une question, c'est plus un message. C'est est-ce que tu peux nous parler de la qualité de vie à Casa, entre parenthèses, bruit, pollution, circulation, sécurité, météo, coût de la vie, s'il te plaît? D'accord. Donc moi, comme j'adore le dire aux personnes qui me posent la question sur Casablanca. Donc Casa, il faut savoir que je n'y ai pas grandi. J'ai débarqué à Casa pour travailler. Donc Casa, c'est une ville très cosmopolite. C'est comme Paris, Londres ou New York. Il y a des zones très sympathiques, très occidentales, très high-tech, IP, ou tout ce que tu veux, où tu as des services de qualité, où c'est généralement très très cher, et où on se croit en Europe ou aux États-Unis. Mais tu as aussi des coins un peu plus traditionnels, marocains, où tu as plus l'esprit de communauté, l'esprit d'entraide et la, la, la vie à la marocaine. Donc, il faut choisir. Moi, je dis, Casa, on ne peut pas vivre dans tout Casa. Il faut choisir. On a un petit cercle un périmètre à délimiter et où on peut choisir de vivre. En parlant de sécurité, certaines personnes me disent oui, mais au niveau de sécurité, Casa, c'est dangereux. C'était dangereux, j'ai envie de dire non. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut se promener dans Casa sans crainte. Il y a certains endroits à éviter le soir, c'est sûr. Même en tant qu'homme, il faudrait éviter. Mais dans sa globalité, alhamdoulilah, on a des policiers partout, la sécurité est là. Après, il y a des événements. On n'est pas la Suède ou la Norvège. On ne va pas commencer à se targuer et se dire, ouais, voilà, il n'y a pas de criminalité ou de la chihaja. Mais c'est quand même, c'est relativement un pays safe où on se sent bien, on se sent en sécurité. Il y a de l'esprit de communauté et de religion qui nous relie, qui nous lie et qui fait que on s'entraide beaucoup et on ne se laisse pas tomber. Même une personne qui ne vous connaît pas vous apportera de l'aide ou vous soutiendra alors que vous vous y attendez pas.
Parce que quand on arrive d'Europe, on a l'habitude de, voilà, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est vrai. Ici, c'est pas le cas. Anna, je vais te raconter vite fait une anecdote, je vais sortir du sujet. On aime bien les anecdotes, vas-y. Dimanche, je rentre de week-end avec ma femme. À un moment donné, voilà, un chien sur la route, alhamdoulilah, j'ai dû le percuter. Voilà, voiture qui, euh, qui est un peu cabossée من القدام. Je dois appeler une dépanneuse et tout. Les gens du douar à côté, ils sont venus directement, ils ont demandé après nous, ils nous ont rapporté des couvertures, un couscous, du lben, une lampe. Et même toi, en tant que Marocain, tu es choqué. C'est Donc, vrai. Zema, pour highlighter le fait que voilà, on est dans un pays, alhamdoulilah, où tout le monde sait. Ah, si je devais aller chez eux, j'aurais remarqué que voilà, ils ont peu, mais ils ont donné. C'est Donc, vrai. on est dans cet esprit-là. Et ça, il faut que, même en ville, on développe ça et on garde l'esprit là. Et pour moi, Casa, c'est ça. Tu vas aider quelqu'un, derrière, il y a quelqu'un qui va t'aider. Hmm. C'est une communauté. Et il ne C'est- faut pas se dire, ouais, Casa, c'est dangereux, le bruit. Le bruit, il y en a partout. Et, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a du double vitrage, tu fermes, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bruit. Ah, tu vas me dire, oui, il y a des voisins, ils font du bruit et tout. Oui, mais en Europe aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, faut savoir ce qu'on veut aussi. Donc, Casa, c'est une ville Oui, forcément où il voilà. y a du business, il y a beaucoup de travail, c'est développé, etc. Bah, tu peux pas voir tout ça et le calme de la campagne ou de la montagne, hein. Et Donc, bien sûr, à un moment donné. mais voilà, je pense que ta réponse était très claire. Une question un peu ouverture de société. Ouais, La personne me demande quels sont les frais pour une ouverture de société ou si c'est des prix différents selon les types, quels sont les différents prix pour les différents types de sociétés? Juste pour l'ouverture de la société, la personne ne parle pas de gestion. d'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, comme en France, il y a beaucoup de types de sociétés. Ça va dépendre d'activité. Mais généralement, celles qui reviennent le plus, il y en a deux. Il y a la société à responsabilité limitée et il y a la société anonyme. La société anonyme, c'est généralement de gros projets, de grands groupes internationaux qui débarquent et qui veulent ouvrir une société anonyme, gros capital, beaucoup d'employés. Donc, ça, généralement, c'est facturé entre 2 000 et 3 000 euros. Pour une petite SARL, pour un petit projet de vie qu'on commence, qu'on veut construire, et sur lequel on va investir nos économies, où on va tenter une aventure pour s'installer au Maroc, c'est généralement des sociétés à responsabilité limitée. Et voilà, c'est facturé entre 1000 à 1400 euros TTC, avec tous les frais, la domiciliation et tout ce qui s'ensuit. Ça va dépendre également. La variation, c'est vraiment vis-à-vis du projet, de la complexité des statuts à rédiger, des exigences du client. Parce qu'il y a des clients qui arrivent et qui te disent, ouais, moi, il faut que tu mettes en place ça. Dans mes statuts, il faut que ça, il faut qu'il y ait ça. J'ai besoin d'un contrat entre moi et mon gérant. J'ai besoin d'un pacte d'associés entre moi et mon associé ou entre moi et mes associés. J'ai besoin que tu me fasses je sais pas, d'intégrer un apport en nature, une usine, un terrain ou je sais pas quoi dans mon capital. Donc, c'est en fonction du projet et des demandes du client que voilà, on va appliquer un tarif, mais on reste quand même très regardant sur la tarification et on s'adapte vraiment au projet. Parce que comme je le dis toujours, moi, toute la clientèle que j'ai pu accompagner, toutes les personnes se sont devenues des amis aujourd'hui. Et je dis toujours, voilà, moi, j'ai créé ce cabinet pour avoir une relation humaine avec la personne. Bien Parce que sûr. j'ai travaillé, comme je l'ai dit auparavant, dans des grands cabinets. Et voilà, on est un collaborateur parmi d'autres. Et ben, on a toujours cet écho, et j'avais toujours cet écho du client qui se plaint de ne pas avoir une personne en face de lui. Il n'y a que des emails, des appels au téléphone, mais jamais de rencontre face-to-face. Donc, on essaie de créer cette disponibilité pour le client et on essaie d'être là et d'être vraiment un Tu partenaire, pas seulement un prestataire. Ouais, tu t'en as un peu parlé là et c'est 2 questions qui me reviennent aussi souvent.
c'était au niveau de l'accompagnement de la création de société. Est-ce que c'est possible au Maroc aujourd'hui de faire ça à distance, comme tu le trouves souvent en Angleterre, en France, aux États-Unis? Par exemple, la personne, elle est encore en France, elle veut commencer son projet à distance, création d'entreprise et tout ça. Est-ce que c'est possible pour elle de tout faire à distance ou alors elle est obligée de venir à un moment te voir, de signer des papiers et cetera? Comment ça se passe? D'accord, moi, Avec la généralement, excuse-moi, je finis ma question, oui, j'ai oublié dis-moi. de rajouter cette partie-là. Avec la domiciliation, tu sais, il y en a beaucoup, ils ont pas D'accord. encore la Oui, société, enfin le siège. le siège exactement, le bureau Oui. et ils cherchent une adresse où domicilier l'entreprise. Donc voilà, ces 2 questions-là, c'était à distance et en plus la domiciliation. D'accord. Donc, pour répondre à la première question, aujourd'hui, ce que je mets en place avec la clientèle que j'accompagne, c'est ce qu'on appelle une délégation de pouvoir de signature. Donc, cette délégation, je la rédige avec les informations de la personne, avec mes informations personnelles du cabinet et moi-même, et je l'envoie pour signature à la mairie. C'est légalisé à la mairie, on me renvoie le document. À partir de ce moment-là, j'ai les pouvoirs de signer à la place du client l'ensemble de la documentation de la société. Donc, je peux créer la société sans que la personne ait besoin de prendre un avion et de venir au Maroc, à Casablanca, me voir au bureau. C'est super ça. Et une fois que c'est créé, par contre, je mets un point d'honneur là-dessus parce que c'est très important. La délégation ne permet d'ouvrir que la société et de l'enregistrer au niveau du tribunal de commerce. L'ouverture du compte bancaire, il faudra absolument venir. Et j'encourage toutes les personnes à éviter, même si elles ne passent pas par mes services, à éviter de donner des délégations de pouvoir pour les comptes bancaires. Bien Parce sûr, que ouais. derrière, on a des surprises, on a des retours qui ne sont pas très, très reluisants. Donc, le compte bancaire, ça doit rester quelque chose que la personne doit faire elle-même. D'accord. Et Donc il faut faire tu attention. peux tout faire à distance, mais la partie, création de société, une fois enfin la création de compte bancaire, pardon, une fois que la société elle est créée, là, il faudra venir sur place quand même Oui, il et faudra venir. Je peux conseiller, je peux accompagner, je peux recommander des banquiers avec lesquels on travaille régulièrement, qui sont quand même sérieux et réactifs. Mais voilà, c'est un process qui prend une demi-heure. ouais, Il ne c'est faut pas rapide, se c'est dire vrai. que voilà, ouvrir un compte bancaire, ça va prendre un jour ou 15 jours ou 2 semaines. C'est un process qui prend une demi-heure. On a déjà le dossier juridique qui est prêt. On le remet au client, on accompagne le client chez le banquier. Il ouvre son compte en une demi-heure, c'est plié. Donc en une demi-heure, c'est bon. Il a son RIB en main et il peut faire son dépôt et commencer à envoyer ses factures pour réceptionner de l'argent. Et au moins il arrive, sa société, elle est déjà prête. Parce que Oui, la elle est création de déjà compte bancaire, c'est à la toute fin, une fois que les statuts sont, sortis, le publication sur le journal, enfin il y a c'est tout ça est exactement. déjà prêt, quoi. Oui, donc c'est la dernière étape avant de lancer l'activité. Donc au moins, voilà, ça évite aux personnes parce que des fois j'ai des businessmen qui ont des business en Europe et qui arrivent et qui me disent, ouais, Mohamed, mais je vais attendre 10 jours, je vais attendre 15 jours à rien faire, alors que j'aurais pu optimiser mon temps en Europe à finir des trucs avant de venir. Ben, je dis, oui, aujourd'hui, vous déléguez cette tâche-là. Et au moment d'arriver, voilà, vous vous êtes concentré à aller signer des partenariats, à aller signer de nouveaux clients, à aller développer, à aller chercher votre siège social. Et nous, derrière, nous, avec la délégation, on a la possibilité de signer les statuts de la société, de signer les PV, également de choisir la domiciliation qui vous convient le plus. On travaille avec des partenaires sur Casa, mais dans l'ensemble du Maroc. Ah oui, bah, du coup, c'était une autre question ça. Tu peux domicilier du coup, créer la société, je sais pas moi, à Marrakech, même Oui, si on bien passe par sûr. toi, il y a pas de souci? J'ai énormément de clients qui me sollicitent pour Marrakech, pour des acquisitions immobilières, pour de l'investissement locatif, mais également pour des projets touristiques, style Riyad, maison d'hôtes et autres. Donc aujourd'hui, oui, je suis à même de travailler avec des clients de Tanger jusqu'à Dakhla. Il n'y a D'accord aucun souci. et tu as aussi du coup des partenaires pour la domiciliation pour ceux qui n'ont pas de siège Oui, encore? oui, bien sûr, sur l'ensemble du territoire marocain. C'est top, franchement ça peut aider beaucoup, parce que c'est, pour beaucoup une question un peu compliquée. Ils veulent venir s'installer au Maroc, mais ils aimeraient enfin, tu vois leur installation elle est prévue, je dis n'importe quoi, pour l'été ou pour fin d'année, mais ils veulent quand même commencer leur, activité, création de société, gagner du temps. Donc de pouvoir faire ça à distance, d'arriver, créer le compte bancaire et commencer,
c'est quand même un gain de temps pour eux. Moi, je dis qu'une personne qui a pour ambition de commencer et de s'installer au Maroc dans un futur proche, il a tout intérêt, s'il a un projet de lancer une activité, de se débarrasser de la paperasse administrative en amont Mmh. et de commencer à prospecter et à développer son idée de projet et à développer, à signer des partenariats de nouveaux clients, même à distance, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut travailler à distance. Bien Ben, sûr. c'est pas un frein. Il faut une base légale, bien sûr, pour pouvoir avoir une relation de confiance avec le partenaire, le client ou le prestataire. Mais bien entendu que ce sont des choses qui sont possibles à distance. Et au moment d'arriver au Maroc, ben, la personne, elle aura déjà une activité qui a débuté. Elle ne devra pas commencer de zéro. Donc, c'est quand même un avantage non négligeable et qu'il faudrait prendre en compte parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui me disent: «Ouais, mais moi, j'attends d'arriver pour créer ma société, pour lancer». Je dis: «Mais écoute, tu peux aujourd'hui créer une entreprise et depuis chez toi à Nîmes, Nice ou à Strasbourg, commencer à échanger avec de potentiels clients, à lancer ta publicité, à faire ta Ah stratégie oui, clairement, hein, marketing et à clairement. faire beaucoup de choses et au moment d'arriver, bah, tu fais des face to face et tu concrétises tout ton travail». Et je pense que c'est un travail en amont qui peut être réalisé à distance et qui est bénéfique pour que la personne, au moins, quand elle arrive, elle ne repart pas de zéro. Parce que partir de zéro, quand même, ça demande temps, énergie et ça demande de l'argent. Mmh. Il faut pas se mentir. En Bien 6 sûr. mois, tu es là à essayer de lancer ton activité, tu n'as pas de revenus, bah, ça demande un coût. Ça a un coût qui est non négligeable et que tu aurais pu économiser si tu avais ouvert ta société et que tu avais déjà commencé ton activité avant d'arriver. Anticiper, l'anticipation. Oui, c'est Heu, être proactif. j'ai une question un peu, alors je la comprends pas entièrement, mais je pense que toi tu vas la comprendre. Comment Ouais. faire niveau fiscal pour avoir une entreprise offshore et déclarer ses revenus au Maroc? Quelles sont les options? Une entreprise offshore au Maroc. Donc l'entreprise offshore, c'est une entreprise locale qui va fournir des services à l'international. Donc l'offshoring, c'est tout ce qui est externalisation de services. Mmh. Donc comment on fait? Ben, on crée une société offshore, tout simplement. La société offshore, il faut savoir qu'elle est exonérée de TVA. Donc, on ne paye pas de TVA sur les prestations qui sont à l'étranger. Donc, pas de TVA, donc une comptabilité assez souple. Et derrière, voilà, si toute l'activité est exclusivement liée à l'étranger, ben, on a des avantages fiscaux. Donc, on est niveau fiscalité, on est plafonné à 20%, quel que soit le Ça, c'est bien bénéfice ça. réalisé. En plus de tous les avantages qu'on a Ah ouais. euh, pour une société classique, on est délimité à 20%. Et ensuite, bah, comment déclarer ses revenus? Bah, à ce moment-là, soit on déclare des revenus salariés en tant que salarié de l'entreprise, voilà, ça a un coût, ça a un impact fiscal. Qui sont assez élevés, l'imposition Oui, sur les revenus au Maroc, il faut le rappeler, l'imposition sur les revenus, elle est calquée sur l'impôt sur le revenu français. Donc, c'est quand même élevé. Après, on a la possibilité de passer ça en dividende. Et à ce moment-là, c'est un peu plus souple. Donc, Tu payes combien de pourcents sur les dividendes, pour une société de ce type? bah, c'est progressif, mais c'est entre 12 à 20%. D'accord, donc c'est quand même 20%, plus. c'est vraiment pour des dividendes. Je vous le souhaite, hein, Nazem, à toute personne qui m'écoute, si elle paye 20% de dividendes, 20% sur ses dividendes, c'est que derrière, elle a empoché ouais, C'est que alhamdoulilah, ça va minimum 10 bien. millions de dirhams. Ouais. Donc, quand on se verse 10 millions de dirhams, je pense que c'est pas, Zema, ça fait pas si mal que Ouais, ça de ouais. payer 20%. Parce qu'il y a aussi Hem, un mythe qui doit être combattu. Et ça nous vient de la culture française, malheureusement. Les Français se plaignent beaucoup de payer des impôts, mais excuse-moi de te dire, quand tu payes, quand le fisc français, euh, bah, il prend ce qu'il a à prendre, mais quand il prend 100 000 euros, c'est que derrière, tu as fait beaucoup de chiffres. c'est vrai, Faut pas se c'est plaindre non vrai. plus, parce que à un moment donné, chauffe, on va rester honnête. C'est vrai que c'est difficile en ces temps d'être entrepreneur en Europe. Mais généralement, si tu payes beaucoup d'impôts, c'est que tu fais beaucoup de chiffres. Mmh.
J'ai En une fait, carte. non, tu sais, c'est quoi le problème? Moi, je vais te dire, et pour parler beaucoup avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, le problème de cette forme d'imposition qui est en Europe, et tu me diras, au Maroc, elle s'en approche quand même un petit peu, c'est d'être imposé, tu sais, sur le revenu, d'avoir un impôt sur la société. Une fois que tu as ton revenu, tu es ensuite imposé sur ta déclaration de revenus, tu repayes des impôts. C'est d'avoir plusieurs impôts successifs et pas d'avoir un seul impôt fixe, tu payes ton Ben impôt non, et c'est réglé. ben non, Walid, parce que moi de mon point de vue, une personne qui a une société et qui se verse un salaire, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est Voilà, dommage. mais c'est dans ce cas-là où du C'est coup tu payes dommage de se plusieurs fois verser. tu payes plusieurs fois des impôts. Ben pourquoi se verser un salaire alors? Quitte à se verser une rétribution de gérant ou attendre d'avoir les dividendes à la fin de l'année. Ouais, ouais. Du coup, c'est ça, c'est quand tu Pourquoi? es chef d'entreprise, ne pas te verser de salaire. Non, au Maroc, surtout pas. Mmh. Se verser une rétribution en tant que mandataire de la société, parce que c'est un mandat, le mandat de gérance, quand tu es gérant de ta boîte, tu as un mandat. Et sur ce mandat, si tu as une rétribution, tu es calqué sur le modèle de l'impôt sur les sociétés. Donc en fait, c'est comme si tu étais une entreprise. D'accord, OK, je connaissais pas ça. Donc, donc automatiquement, pour des revenus, je donne un petit exemple pour que les gens puissent avoir une idée sur la chose. Aujourd'hui, si on se verse un salaire de 10 000 dirhams, c'est 120 000 dirhams à l'année. Si c'est un salaire, on paye 37%. Ah, ça pique. Donc, ça pique. Si c'est une rétribution de gérant, on paye 12%. D'accord, OK. Mais tu peux te verser cette rétribution Oui, mensuellement? oui, oui, oui. Tous les Il mois? faut, il faut, il faut un contrat entre la société et le gérant. C'est un contrat qui est mis en place, qui est rédigé, qui est enregistré aux impôts. Et oui, on peut se reverser une Eh les gars, rétribution. Ben, franchement, choisissez bien vos comptables puisque j'en ai eu plein des comptables au Maroc. Moi, j'ai jamais entendu parler de ben, ça. écoute, voilà, Walid, on en parle encore. Tu es allé voir un comptable. C'est pas un juriste, c'est pas un fiscaliste, Ouais, c'est un c'est comptable. vrai. Il doit faire de la compta. Ah, il en avait Et rien à faire de l'optimisation. Il en avec tout avait le rien à respect faire. pour les comptables, mon père est expert comptable. Mais moi, je dis, lui, il faisait ce qu'il savait faire. Ouais, ouais, c'est son métier. Et c'est toujours un fer de lance. Et ça, c'est un conseil que je vais donner à toute personne qui veut rentrer au Maroc. Choisissez le prestataire selon son métier. Comptable, fais de la compta. Expert comptable, fais-moi de l'optimisation. Juriste, fais-moi mes contrats, conseille-moi sur la fiscalité, Ouais, sur le droit. Tu as mal aux dents, tu vas voir un dentiste. Tu vas pas voir l'ophtalmo quand tu as mal aux dents. On est non, d'accord. mais en fait, en fait, pour toi, ça paraît logique, mais pour quelqu'un de lambda qui ne s'y connaît pas, qui veut lancer une entreprise, en fait, c'est culturellement, bah, on va voir un comptable. On veut une société, Oui, mais le oui, parce comptable, que il va absolument pas te conseiller au niveau fiscal, optimiser pour faire en sorte que ta so non, c'est il peut. Il y a certains experts comptables. Mon associé est expert comptable, et, voilà, il fait de l'optimisation, il optimise, il cherche des solutions, il a tout un volet hors la comptabilité classique où c'est un conseiller, c'est un expert financier, voilà, c'est un partenaire de travail et qui est essentiel d'ailleurs. Mais je me dis que c'est vrai que lorsqu'on va chercher la prestation basique, mmh, avec des prix basiques, il ne faut pas s'attendre à avoir c'est un vrai, plan c'est vrai. d'optimisation et voilà, comment faire des économies parce que lui, sa prestation, elle est basique. On en a pour notre argent après, c'est dans chaque, corps de métier, ça sera toujours pareil de toute façon Ben oui, ben oui. et c'est normal. Mouad, il est tard, je vais pas te bloquer plus longtemps même si j'ai d'autres questions et en même temps, le but c'est pas de répondre à tout, c'est Oui, aussi bien sûr. que si les gens ont besoin de conseils, qu'ils te contactent. Comme je Marhaba. l'ai dit tout à l'heure, je mettrai le site internet, le compte Insta, l'email, enfin toutes les infos dont vous aurez besoin si vous voulez aller discuter avec Mouad. Comme je le dis sur Insta, moi, il répond à toutes mes questions et même quand j'ai pas de questions, il me répond quand même donc il faut pas il faut pas hésiter. Heu, Ouais, non, mais l'idée que tu as postée hier, franchement, je suis d'accord. Moi, le, je suis le premier à vouloir y mettre du mien. un fonds d'investissement? Ouais, ouais. Bah, ouais, ce serait top, ce serait Franchement, top. ça serait top. Pour ceux qui nous écoutent, en gros, il y avait une news, c'était je crois sur le 360 qui parlait des levées de fonds des entreprises, des startups marocaines
Et du coup, je disais, ce serait bien d'avoir une caisse, une sorte de caisse financière pour tous ceux qui ont envie d'investir au Maroc, qui veulent rentrer au Maroc. Et tu es là, tu regardes les projets les uns après les autres et tu les aides, tu les accompagnes, tu vois. Plutôt Ben que oui, qu'ils aillent faire des emprunts à je sais pas où. Là, ce serait plus voilà. vraiment un investissement, tu vois. Ben oui, ben Ce oui. serait top et en C'est plus, une ce serait alternative. accessible. Ah C'est une oui. alternative et même il existe des fonds aujourd'hui pour les startups marocaines qui ont du potentiel, qui ont Mais un levier de croissance. c'est Ça des idées existe au de fou. Maroc. Il y a des idées de fou. Moi, quand on me parle des gens qui veulent s'installer, ils m'envoient leur projet, ils disent: «Voilà, je vais faire ça, t'en penses quoi?» et cetera. Et c'est vraiment des idées de malades avec des compétences Oui, bien de sûr, fou. j'en Et accompagne tous les jours. J'en c'est accompagne tous les jours et j'ai des idées innovatrices, vraiment futuristes ouais. et j'apprécie énormément. Merci beaucoup Mourad, vraiment, Avec par le temps plaisir, que fait que je frère. te Franchement, remercie ça me fait plaisir. pour ton temps, heu, Ouais, pour, ouais. l'heure, même plus d'une heure que tu nous as accordée. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, il y a les contacts de Mourad si vous voulez le contacter. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire de la vidéo YouTube, on essaiera d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.